Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour cette quatrième journée des rencontres du développement durable, dont je rappelle qu'elles sont organisées pour la première fois, et aujourd'hui en particulier par l'Institut Open Diplomacy avec l'École nationale d'administration. Nous avons commencé nos pérégrinations dans le Grand Est ce matin avec Patrick Gérard, le directeur général de l'ENA, et Sylvain Waserman, député du Bas-Rhin et vice-président de l'Assemblée nationale. On s'est assez rapidement passé à l'échelle européenne en passant par les trois frontières luxembourgeoises, sarroises et lorraine. Et évidemment, on continue cette discussion sur le thème Agir à temps, puisque ce sentiment d'urgence fait le fil rouge de l'ensemble de nos réflexions, avec ce matin une réflexion sur la complexité, sur l'anxiété, la peur, beaucoup de questions qui nous ont été posées là-dessus, la frilosité, on sent une forme de réticence à passer à l'action chez beaucoup d'acteurs, et on va zoomer là-dessus, et de pénibilité aussi, parce que la transition est lourde à faire. Pour en parler, nous avons réuni des intervenants prestigieux tout au long de la journée qui vont vous expliquer leur point de vue avec la diversité intellectuelle que nous avons fédérée au cours de ces 230 intervenants et 70 conférences. Évidemment, chacun d'entre vous le sait maintenant, je le dis à chaque introduction, vous pouvez poser vos questions puisque ces rencontres du développement durable sont faites pour vous sur la page internet les-rdd.fr/live. Auquel on reçoit l'ensemble de vos questions. Et pour pouvoir lancer ces réflexions sur la complexité, je passe la parole à Mathilde Gracia, journaliste à France Info TV, qui nous fait la joie de faciliter cette discussion ô combien complexe. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là donc, pour animer cette table ronde. Agir à temps, pensons la complexité avec 6 intervenants que je vais vous présenter dans un instant. Agir à temps, évidemment, on l'a dit, c'est la question de l'urgence climatique, mais aussi la vitesse de transformation des sociétés aujourd'hui qui met en péril, on peut dire à long terme, la survie. Et puis, pensons la complexité. Il n'y a pas de solution facile à cette question de la transition écologique. Donc pour ça, on a 6 intervenants. Alors ici sur place, on n'est que des femmes, ça s'est fait par hasard, mais c'est comme ça. Alors à ma droite, Vaya Touya, vous êtes déléguée générale de l'association 4D. Merci d'être avec nous. Beltrand Bakula, directrice associée de BVA Nudge Unit. Merci aussi d'être avec nous. Diane Simiou, commissaire générale adjointe au développement durable. Ensuite, on a alors trois hommes qui sont, eux, en duplex, donc qui interviendront via Skype notamment. Alors, on a Jean-Michel Pine, directeur environnement du groupe L'Oréal. Bonjour Jean-Michel, est-ce que vous nous entendez? Alors, pour l'instant... Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci d'être avec nous, Jean-Michel Pile, directeur donc environnement du groupe L'Oréal. Également Fabrice Lara, donc vous êtes chef du département du développement des enseignements et de la recherche de l'ENA. Également, oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Et enfin, Franck Escoubès, cofondateur et coprésident de Bluenove, également en duplex. Alors merci à tous. Bonjour. Merci à tous d'être ici. Pour commencer, je vous avais demandé à tous de réfléchir à une toute petite question très courte pour donner la parole à tout le monde et pour partir sur une note un peu positive. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un projet, un motif ou une personne qui vous donne de l'espoir et qui montre que cette question de la complexité, finalement, elle n'est pas si difficile à surmonter? Diane Simiou. Alors moi, j'ai pensé à plusieurs personnes, en fait. Ce sont les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Donc vous savez, c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort, représentatifs de la diversité de la société française et qui ont eu pour mandat de proposer des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Dans un esprit de justice sociale. Et pour moi, ça montre bien à quel point, quand les citoyens s'informent, ils disent tous, ça leur a fait un électrochoc. Et il y en a plusieurs depuis qui ont changé de vie, qui ont changé de métier. Et on voit bien qu'il y a des mesures qui leur semblaient inacceptables il y a un an, qui aujourd'hui leur paraissent tout à fait souhaitables. Et donc on aura l'occasion d'en reparler justement, parce que c'est des thématiques sur lesquelles vous travaillez, vous, en tant que commissaire général. Bertrand Bakula, quelque chose, une note d'espoir? Je considère qu'il y a beaucoup d'espoir, en fait. Et moi, j'ai plutôt pensé à un mouvement qui est celui aujourd'hui des jeunes pour le climat. Et d'ailleurs, ils se mobilisent ces derniers jours. Et je trouve que c'est un mouvement qui est extrêmement porteur d'espoir, parce que pour le coup, c'est
la génération aujourd'hui qui agit véritablement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que à la fois ils sont pas seulement dans la parole, mais vraiment dans l'action, à la fois la mobilisation qu'ils peuvent avoir, mais aussi les choix qu'ils font au quotidien, qu'ils sont de plus en plus motivés par cette question de la préservation de la planète, que ce soit des choix en termes de marque de consommation ou même en termes de choix d'un employeur. Et voilà, c'est vraiment, et moi qui travaille sur les comportements et le passage entre l'intention et l'action, je trouve que ce mouvement porté par les jeunes est très intéressant et très porteur d'espoir en fait. Yatouya, est-ce que vous avez un projet aussi, un exemple? Alors plus pareil, les jeunes. Hier, quand j'ai pensé à la question, j'étais avec ma fille, 12 ans, et je me suis dit, en fait, elle vient de passer un tiers de sa scolarité l'année dernière à la maison. Aujourd'hui, elle va à l'école avec un masque. Je pense que sur des questions de plein emploi, accès à chaque fois à cette négociation entre l'économie et l'emploi, elle sera pas avec les mêmes critères que nous. Et je pense que cette jeune génération, elle va nous renvoyer la question du progrès. Qu'est-ce que le progrès? Et cette négociation régulière qu'on a entre il faut changer, mais on n'a pas non plus envie de trop perdre aujourd'hui ce qui fait progrès pour nous, donc un certain confort, un certain mode de vie, ils les ont pas. Donc, à un moment, en fait, soit on change aussi en même temps que cette jeunesse qui va nous renvoyer en fait ce qui fait valeur pour eux, ce qui fait richesse pour eux, soit en fait ils viendront nous percuter. Donc, l'espoir, c'est que il y a un changement culturel qui de toute façon va s'opérer, et sans changement culturel, on continue un petit peu d'être au ralenti. Et je pense qu'une fois qu'il y aura ce changement culturel, l'accélération, elle sera là. Jean-Michel Pile, en duplex, un projet, une personne qui vous donne de l'espoir? Alors, il y en a plein, en fait. Je vais faire très très. Ah. Alors, on vous entend pas. On vous entend pas. On va voir si le son revient. En attendant, je vais demander à Franck Escoubès, pareil, de me répondre. Pour l'instant, on essaiera de revenir vers vous, Jean-Michel Pile. Franck Escoubès, est-ce que vous avez un projet, une personne, quelque chose qui vous donne de l'espoir sur cette question de la complexité qui montre qu'on peut la surmonter? Oui, absolument. Je ferai référence en fait au résultat du grand débat national en mars 2019, quand on a analysé les résultats du grand débat national. On s'est aperçu que la transition écologique était une préoccupation primordiale pour les citoyens, mais elle n'apparaissait qu'en 4e position. Après la question du pouvoir d'achat et de la revalorisation des retraites, après la question de la justice sociale et fiscale, et après la question de l'amélioration du système de santé. Donc l'environnement était perçu comme un sujet important, mais pas encore complètement central. Et il était perçu, ce sujet-là était perçu sous un angle à la fois un petit peu coercitif, puisqu'il en appelait à une fiscalité incitative, voire punitive, ou alors l'environnement était perçu au travers de grands travaux, de grands investissements publics autour de l'éolien, du solaire, autour de la voiture électrique, etc. Et quand on a refait l'exercice d'une consultation citoyenne pendant le confinement, en mars-avril 2020, il y a eu une quinzaine de consultations citoyennes qui se sont tenues, et le résultat de cette quinzaine de consultations, c'est que la question écologique est devenue le socle de consensus indiscutable, en priorité numéro 1, et c'est une écologie à hauteur d'homme, si j'ose dire, à taille humaine, qui s'exprimait, c'est-à-dire que ça n'était plus au travers de grands investissements qu'on l'abordait, mais plutôt au travers d'un changement des modes de consommation,
avec les circuits courts, une décélération, un ralentissement du temps et un nouvel équilibre entre le travail et la vie personnelle. Et on a donc une vision de l'écologie que je trouve très prometteuse et très optimiste, puisqu'elle s'exprime à taille humaine et que chacun agit à son niveau, apporte sa pierre pour faire la différence. Donc je le prends pour un signal faible qui devient fort et qui est certainement un signal positif. Et vous aurez l'occasion de nous expliquer justement comment les citoyens peuvent s'approprier ces questions d'écologie. On va essayer de revenir vers Jean-Michel Pile. Alors, est-ce que vous avez un téléphone avec vous? Est-ce qu'on vous entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors là, je vous vous entends. là. Alors, allez-y, votre note d'espoir, le projet, la personne qui vous donne de l'espoir. Alors moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pardon pour les petits problèmes techniques, c'est que la jeune génération aussi, et j'ai la chance d'avoir 5 enfants, et je dois dire que je suis surpris mois après mois de l'évolution de leur maturité sur ces thématiques. Par contre, ils ont encore, et je pense que c'est pareil quand je discute avec leurs amis, ils ont encore pas mal de progrès à faire pour connecter cette maturité intellectuelle et la transformer en action au quotidien. Donc je suis plein d'espoir, mais il y a encore un peu de travail. Bon, alors, on reste justement avec vous puisqu'on va commencer cette discussion en s'intéressant à la partie économique. On avait dans le synopsis, on disait comment créer de la richesse en diminuant les inégalités et en pensant aux générations futures. En tant que directeur environnement du groupe L'Oréal, comment est-ce que vous mettez en place ces transformations et est-ce que ça va toujours, on dit souvent qu'il y a une opposition entre économie et écologie. Comment est-ce que vous arrivez à résoudre cette complexité? Alors, il faut savoir que le groupe L'Oréal et dans le groupe ce que l'on fait sur les matières environnementales particulièrement, qui sont mon domaine, prennent leurs racines il y a une trentaine d'années. Donc c'est une longue histoire qui a été rendue publique pour la première fois en avril 2009, avec les premiers engagements que le groupe a pris pour la diminution de son empreinte, l'empreinte de ses opérations industrielles en 2015 par rapport à ce que c'était en 2005, puis le lancement d'un programme de sustainability en 2013 et enfin plus récemment des engagements encore plus forts alignés avec les trajectoires 1,5 degrés et des engagements 2030 avec un programme qui s'appelle L'Oréal for the Future. Je ne vais pas vous détailler tout ça, mais c'est pour vous dire que c'est passé sincèrement et réellement d'une situation dans laquelle où effectivement il fallait dédier des budgets il y a une vingtaine d'années sur un certain nombre de sujets de façon spécifique à une situation dans laquelle c'est intégré dans les décisions et dans les modes de fonctionnement des entités, des usines pour la partie industrielle, des sites administratifs, des marques, etc., etc. Donc cette complexité, elle n'est pas gérée en centrale par une entité ou par mon service ou par ce que je fais, mais elle est maintenant by design, intégré dans la gestion financière de toutes les entités du groupe, ce qui est un accélérateur important dans la conduite de notre transformation et dans tout ce que l'on met en œuvre pour diminuer notre empreinte carbone, préserver la ressource en eau, lutter contre la déforestation, etc. Et c'est une complexité, bien sûr, mais il n'y a pas... C'est vraiment intégré dans le fonctionnement de chacune des entités du groupe. C'est pas un budget spécifique que l'on demande pour pouvoir faire quelque chose sur le carbone, par exemple. Le design de nos produits se fait avec des équipes qui sont sensibilisées à ça. On a mis des outils en œuvre qui permettent, lorsqu'on lance un nouveau produit, de déterminer son empreinte environnementale, son empreinte sociale. Et on a pris des engagements pour que chaque nouveau produit, par exemple, ait une empreinte environnementale ou une empreinte sociale améliorée. Est-ce que ça va toujours dans le sens de ce type de mesure? Est-ce que ça va toujours dans le sens de la création de richesse pour une entreprise comme L'Oréal? Est-ce que parfois vous n'êtes pas obligé de dire on fait un produit qui est peut-être un petit peu moins rentable mais qui est plus vertueux pour l'environnement? C'est-à-dire qu'on associe les deux systématiquement. À chaque fois qu'un produit, avant qu'il ne soit mis sur le marché, l'acceptation d'un nouveau produit doit être avec les contraintes économiques, évidemment, et les contraintes environnementales. Il faut que les deux critères soient systématiquement réunis et on redéveloppe et on retravaille les produits jusqu'à ce que les deux cibles soient atteintes. D'accord. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est aussi, il ne faut pas opposer. Il faut trouver les moyens
de faire en sorte que les deux soient compatibles. C'est les questions qui vont se poser, c'est est-ce qu'on continuera à être rentable si on ne fait pas tous ces efforts aujourd'hui, en fait. C'est vraiment, on est dans la décennie de l'action. Les enjeux qui sont les nôtres, collectivement, sont extrêmement importants. Et le rôle d'une entreprise et ce qu'on essaye de mettre en œuvre de façon quotidienne, c'est cette association des deux. Très bien. Alors pour justement inciter les consommateurs aussi à aller dans le bon sens, on va se tourner vers Bertrand Bakula sur la question de l'économie comportementale avant d'aller vers les politiques publiques et comment est-ce que l'État peut répondre à ces questions. Déjà, si on reste dans l'économie, quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour inciter les gens à aller vers des comportements qui aillent dans le bon sens ? Alors, il y en a plusieurs. Et d'abord, je pense que le point de départ, et ce qui est intéressant avec l'économie comportementale, c'est que ça nous permet de comprendre, en fait, c'est quoi tous les biais qui affectent notre processus décisionnel et qui font que on prend pas forcément les bonnes décisions pour notre intérêt propre, pour l'intérêt de la collectivité, pour l'intérêt de la planète. Et en matière notamment de tout ce qui va toucher à l'environnement, on voit qu'il y a quand même quelques biais qui sont fondamentaux à prendre en compte, parce qu'en fait, on ne peut inciter les gens à agir que si déjà il y a une intention à agir, et que si on a compris quelles étaient les mécaniques qui bloquaient. Et notamment pour vous en citer 3-4 qui me paraissent extrêmement importants à avoir en tête avant toute chose. Il y a notamment ce qu'on appelle le biais de statu quo ou le biais d'inertie, qui fait que, en fait, c'est très difficile de changer, fondamentalement, parce qu'on est des êtres d'habitude, des êtres d'automatisme, de routine, et que c'est ce qui permet tout simplement de simplifier aussi notre quotidien. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut avoir en tête quand on veut inciter à changement des comportements, c'est ce fameux biais de statu quo. Autre élément aussi important, et peut-être le plus important d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le biais du temps présent. C'est-à-dire qu'en fait, on valorise davantage l'ici et le maintenant que demain. Et en fait, on préfère les bénéfices immédiats que les bénéfices futurs, ce qui nous pousse finalement à être plutôt dans le court terme que dans le long terme, et à considérer que les efforts immédiats sont trop coûteux pour des bénéfices qui apparaissent un peu trop lointains. Et c'est exactement ça aujourd'hui. Ce qui se pose pour ce qu'on dit souvent des politiques qui ont tendance à agir à très court terme, c'est pareil, vous dites pour la psychologie humaine, en fait, à l'échelle individuelle. Absolument, on est plutôt sur le court terme que sur le long terme, alors même qu'on pourrait faire des investissements qui permettent d'améliorer notre vie sur le long terme. Et puis il y a aussi tout ce qui est trait à l'aversion à la perte, c'est-à-dire qu'on est plus sensible à la perte de ce qu'on a qu'à ce qu'on pourrait gagner en changeant. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et à partir du moment où on a cette compréhension-là de c'est quoi toutes les petites mécaniques qui, au quotidien, nous motivent ou non à agir, c'est là qu'on peut créer ce qu'on appelle des architectures de choix, c'est-à-dire des environnements qui vont amener les individus à adopter un comportement spécifique sans contrainte, en activant certains facteurs d'influence. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, là, si sans parler des acteurs publics, pour une entreprise, par exemple, comment est-ce qu'on peut inciter les gens ? Typiquement, j'ai un exemple en tête qui était la marque Ariel, qui avait travaillé au Royaume-Uni, c'était en 2006, sur aider ses consommateurs à laver leur linge à 30 degrés plutôt qu'à 40 ou 60 degrés. Parce que finalement, c'est tout aussi efficace de laver à 30 degrés. Mais par contre, c'est mieux quand même pour la planète et tout simplement aussi pour faire des économies substantielles aussi dans le foyer. Et en fait, ils ont joué sur un principe qui est très simple, un levier de l'économie comportementale qu'on appelle la science. La science, c'est quoi ? C'est donner une information au bon moment sur le comportement qu'on souhaite voir adopter. Et là, en l'occurrence, ils ont décidé de retravailler en fait leur packaging, c'est-à-dire vraiment l'objet en lui-même, le paquet de lessive. Et au moment où je vais prendre la décision de laver mon linge, là, j'ai une information qui m'est délivrée. Notamment, ils ont mis un gros logo 30, il y a une petite phrase, laver à 30, pour inciter les gens à laver à 30. Et puis aussi, si la marque vous le dit, c'est qu'elle vous garantit quelque part aussi l'efficacité en termes de lavage du linge, parce que c'était un des freins aussi qui avait pu être observé par la marque. Et rien que le fait de jouer sur la science, c'est-à-dire apporter cette information au moment de la prise de décision, ça permet de faire passer de 2 à 17% des gens qui lavent leur linge à 30 degrés. Voilà pour vous donner un petit exemple très simple.
de ce qui peut marcher concrètement. Vaya Toulia, pour réagir on a vu des acteurs économiques. Vous êtes donc dans le développement durable depuis 30 ans, et vous me disiez, quand on parlait de tout ça, que finalement, ça fait 30 ans qu'on connaît, même plus, qu'on connaît les solutions. Pour revenir sur cette question de l'urgence et de la lenteur à agir, vous me disiez, on n'arrive pas à mettre les solutions au niveau des urgences. Oui. Alors c'est l'association qui est là depuis 30 ans sur le sujet. Moi j'étais encore au lycée. Mais il y a effectivement, là c'est le 5e anniversaire des objectifs de développement durable. Ça fait 8 ans qu'ils sont quand même sur la place, sur la table et en discussion. Et quand ils ont émergé, on était déjà dans un contexte de crise, puisque à ce moment-là, c'était on subissait encore la crise financière de 2008. Et dans les premiers temps, on a parlé des objectifs de développement durable. À ce moment-là, c'était le début des révolutions arabes. Après, tout au long des discussions, puisque ça a duré 1 an et demi, avant Rio + 20, il y avait 1%, 99%, les mouvements Podemos. Il y avait déjà en fait cette logique de crise sociale et de crise économique. Et quelle a été la réponse ? La réponse a été, on a 17 défis à identifier à l'échelle de la planète. On a 17 objectifs et en plus on a mis un récit. Le récit, c'est transformer notre monde. On n'a pas dit on continue de verdir ou autre, on a dit on transforme. C'est comme ça que ça s'appelle. Et donc en fait, transformer notre monde, ce qui est intéressant, c'est que ça donne une vision, une projection, et je pense qu'on peut avoir des comportements vertueux, mais on a un vrai effet de bascule quand ces comportements peuvent s'aligner avec une vision collective. Et cette vision collective, on l'a dans les 17 objectifs de développement durable, transformer notre monde. Et en plus, on a une métrique avec les indicateurs. Et quand vous liez le récit et la métrique, il y a quelque chose qui peut se passer. Et il me semble qu'on est dans ce temps de crise où de toute façon, on a tous vécu la même chose au même moment. Il y a des réponses où on sait, et on le sait, comme vous le disiez, l'association elle a 30 ans. Moi, quand je suis arrivée à 4D, j'étais dans les rayonnages du centre de documentation René Dumont, et on avait tout sur le travail, l'énergie ou autre, la documentation est là. Et ce qui peut nous changer par rapport à il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est aussi toute cette connaissance, et on n'a jamais produit autant de connaissances en même temps. Donc j'ai envie de me dire que quand on sait, la question n'est plus à l'heure du débat, la question est à la mise en œuvre. Et par rapport en fait à nos sujets, c'est aussi la 17e semaine européenne de développement durable. Ça fait beaucoup quand même. Je pense qu'on le dit, c'est la décennie de l'action. On a plus de 17 semaines annuelles pour continuer de regarder un petit peu quelles sont les bonnes expérimentations. C'est le passage à l'échelle en fait. Et effectivement, par rapport à l'urgence, il y a le passage à l'échelle. Je pense que c'est pas si complexe que ça. Dans nos modes de vie, c'est pas si complexe que ça. Regardez. Ce matin, je me suis levée, j'étais à la salle de bain, j'ai mangé, j'ai pris les transports en commun, d'accord ? ODD 7, énergie. Après, salle de bain, ODD 6. ODD 2, parce que j'ai mangé. J'ai la chance d'avoir un toit sur la tête, ODD 11. Après, je prends les transports, toujours ODD 11. Pendant l'été, je sens bien le moment où je passe du petit jardin et après, je sors du métro. Et donc là, ODD 13, c'est climat. ODD 15, biodiversité. Vous les avez, en fait, ces ODD, ils sont... L'objectif du développement durable, c'est notre vie quotidienne. C'est notre vie quotidienne. Et je pense qu'en fait, la complexité, elle est déjà dans notre vie quotidienne. Et en plus, on a beaucoup parlé tous de la jeune génération. Elle est déjà dans leur vie quotidienne, en fait. Ils sont déjà connectés, hyper connectés à l'étranger ou autre. Ce que peut-être on n'avait pas, nous, c'est-à-dire pendant très longtemps, pour sensibiliser au climat, on montrait des images d'ours polaires, ça nous paraissait très lointain ou autre. En fait, ils n'ont peut-être pas non plus le rapport à la distance. Et il me semble en fait qu'on a rendu compliqué la complexité par rapport en fait à l'organisation qu'on a. Diane pourra peut-être en parler plus, mais voilà, il y a un certain nombre de strates quand on veut mettre en œuvre. Tout à l'heure, on a parlé, de L'Oréal a effectivement montré. Moi, je trouve toujours très compliqué d'avoir des rapports sur extra-financiers sur les externalités négatives avec des objectifs auxquels personne ne comprend pas grand-chose. Et c'est souvent comme ça qu'on discute du sujet. Donc en fait, ça crispe, ça rend tout de suite très compliqué le fait de dire « Attendez, comment on fait ?» Alors qu'aujourd'hui, vous avez des expérimentations comme les territoires zéro chômeur.
qui, d'une certaine façon, nous montre tout de suite que la question sociale, quand on la met au cœur avec le bien-être, ce qui est quand même le fondement des objectifs de développement durable, qui à un moment travaille sur les alliances, qui est l'ODD 17 aussi, et donc travaille vraiment dans une logique territoriale, avec une création de richesse. Ils ont créé 1000 emplois, enfin les différents territoires là, 1000 emplois sur 5 ans. Je trouve que c'est plutôt très honorable, en plus en allant chercher des personnes qui étaient vraiment des chômeurs de longue durée. Et donc en fait, ces expérimentations-là, qui sont complètement différentes de ce qu'on avait fait avant, nous donnent quand même le sens de la transformation. Et le sens de la transformation revient sur, il y a urgence, il faut maintenant faire complètement différent. Et on a vu aussi pendant la crise que beaucoup des entreprises qui justement avaient déjà intégré ces limites, ces finitudes, les limites de la planète, les limites sociales aussi, parce que comme on le disait, il y a un certain nombre de crises, avaient été plus résistantes pendant le gros de la crise sanitaire et que toute l'économie était à l'arrêt que d'autres. Et donc en fait, on arrive aussi maintenant à le risque, il est de plus en plus proche de nous. Donc je pense que maintenant, il faut, la question de l'urgence, le tend to go, c'est vraiment l'ambition, l'exigence de la transformation qui s'impose à nous. Le passage à l'échelle et la cohérence de l'action. Si on continue de faire un bout dans un sens et un bout dans l'autre, on voit bien qu'on avance moins vite et en plus ça peut tirer. Et on verra peut-être effectivement avec des questions sur le plan de relance aujourd'hui et tout ce qu'on veut mettre en place. Il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de choses qui nous mettent sur la voie. Je reviens sur les objectifs de développement durable. Et j'ai envie de dire, en fait, ça ne doit pas exister avec plein d'autres choses. C'est maintenant, en fait, on va dans une direction et là, on sera dans le sens de l'action et au bon moment. Justement, donc les objectifs de développement durable, c'est des objectifs à 2030 qui doivent être atteints en 2030, si je ne me trompe pas. Avec certains qui devaient même être atteints là, en 2020. Donc là, on va se tourner maintenant vers la gestion de l'État, des acteurs publics. Aujourd'hui, vous l'avez dit, donc, transition parfaite sur le plan de relance. On est dans la gestion de l'urgence qui est globale, avec climatique, sur la question de la biodiversité, etc. Mais là, on a la crise sanitaire qui nous a forcé à prendre des mesures radicales. Et aujourd'hui, l'État doit réagir avec un plan de relance qui essaye aussi de voir à long terme la question de l'environnement, qui était notamment un pan important de ce plan de relance. Comment est-ce que vous avez travaillé beaucoup, Diane Simé, sur cette question du plan de relance. Comment est-ce que dans un plan d'urgence comme ça, on prend quand même en compte cette question du long terme, notamment sur la question environnementale? Alors, Yael a dit, le plan de relance, c'était essentiel et essentiel aussi pour de tirer les leçons de celui qui avait eu lieu après la crise financière de 2008. Il y a eu un constat partagé d'un certain nombre d'acteurs que le plan de relance qui avait été fait après la crise financière de 2008 avait été une opportunité manquée pour le climat et qu'on avait raté 10 ans avec ce plan, le plan de relance qui avait été fait à l'époque. Donc le plan de relance actuel, il vise à répondre à la fois à l'immédiat, à la crise sociale immédiate et aussi à préparer la mutation de notre économie avec cet horizon de 10 ans. Et je vous donne, et c'est vrai qu'il a une logique très ODD avec un volet écologique, un volet social, un volet territorial. Donc 3 volets qui sont équilibrés, qui sont indissociables. Et il y a plein d'exemples qu'on peut prendre, mais par exemple, 4 milliards d'euros sur la rénovation des bâtiments publics. C'est à la fois effectivement les réductions de consommation d'énergie, donc l'ODD 7, l'ODD 11 sur des villes résilientes. C'est aussi la question des emplois. On voit que c'est un certain nombre de sujets. Les 2 milliards d'euros sur MaPrimeRénov', si on arrive à faire passer à l'acte les gens, c'est aussi des enjeux de santé, des enjeux pour aider les ménages les plus modestes à boucler leur fin de mois. Et donc on voit qu'il y a cette logique ODD à ce plan de relance. Et c'est pas juste dans les 30% du plan de relance qui sont vraiment consacrés au verdissement de l'économie, mais ça infuse de manière transversale sur le reste du plan de relance. Mais c'est intéressant aussi de voir
cette logique ODD, enfin, quand les citoyens de la Convention ont travaillé sur leur rapport, alors ils avaient bien l'enjeu de justice sociale qui était au cœur de la commande. Hein. C'était comment est-ce qu'on... La Convention citoyenne pour le climat. Hein. Oui, tout à fait. La Convention citoyenne pour le climat, on leur avait demandé comment est-ce qu'on réduit les émissions de 40% dans un esprit de justice sociale. Donc c'était au cœur de la commande. Mais c'est intéressant de voir que dans leur réflexion, ils ont aussi intégré des enjeux comme la santé. C'est très présent dans la réflexion. Et notamment, voilà, dans ça intègre le fait que, par exemple, un régime alimentaire qui est conforme aux recommandations du Plan national nutrition santé, il émet 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins qu'un régime moyen. Et ça, c'est vraiment des choses qui ont intégré, parce qu'on voit que quand les gens changent, c'est aussi souvent pour des raisons de santé ou de confort. Quand ils isolent un bâtiment, c'est plutôt pour des raisons de confort que pour des raisons d'écologie. Quand ils changent de régime alimentaire, ça peut être pour des raisons écologiques, mais aussi beaucoup pour des raisons de santé. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont intuitivement intégré dans la réflexion. Sur le plan de relance, une des critiques qui a été faite par les associations, c'était notamment donc il y a un soutien qui est donné aux entreprises et le fait qu'il n'y ait pas de contrepartie demandée aux entreprises sur les questions environnementales, par exemple. Quand on est dans une situation d'urgence telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore laisser cette latitude aux entreprises qui n'assurent pas en fait que cet enjeu environnemental sera pris en compte ? Il y aura des contreparties qui seront demandées aux entreprises. Je pense que ce qui est essentiel d'avoir en tête, c'est que il faut pas aujourd'hui on a une fenêtre d'opportunité qui est très courte. Notamment, on a des règles en matière d'aide d'État de la Commission européenne qui fait qu'il y a des aides qu'on peut accorder que jusqu'à fin 2020. On a vraiment un créneau très court. Il ne faut pas que ça nous ralentisse. Donc, il faut qu'on arrive à mettre en place des aides tout en demandant aux entreprises de prendre des engagements, de se fixer des horizons. Et ça, il y a déjà un travail qui est en cours. Ça avait été amorcé lors de la loi de finances la troisième loi de finances rectificative. Et ça va aller plus loin. Faites-nous confiance. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ça ralentisse pas l'action. On a besoin d'embrayer tout de suite mais de faire en sorte que les entreprises s'engagent et qu'elles prennent des engagements sur la durée. Alors réussir à gérer le temps long tout en étant efficace tout de suite pour régler l'urgence. Je vais me tourner vers Fabrice Lara de l'ENA. Vous êtes toujours avec nous? Est-ce qu'on vous entend? Tout à fait. Très bien. Alors sur cette question on va s'intéresser un petit peu à la formation des acteurs publics. Comment est-ce que au sein de l'ENA vous préparez les étudiants à cette question du temps long et du temps court et à cette question environnementale surtout? C'est une question qui prend de plus en plus de place dans vos enseignements. Alors tout à fait. Le directeur de l'ENA le rappelait en introduction ce matin. Tout d'abord, on est ravis d'accueillir cette manifestation de manière virtuelle. On aurait aimé pouvoir accueillir tout le monde sur le campus de Strasbourg si les circonstances sanitaires l'avaient permis. Pourquoi une école de service public comme l'École nationale d'administration, qui est en charge de la formation, c'est-à-dire de la préparation à exercer leurs fonctions des futurs cadres supérieurs et dirigeants de l'État, pourquoi elle est très sensible à la question du développement durable? Tout simplement parce que maintenant c'est devenu un sujet central de l'action publique. Et on se trouve, nous, en tant qu'instance de formation, confrontés un petit peu au même défi qui est au cœur de la problématique de cette journée, c'est-à-dire comment agir à temps, et quand on a choisi le sujet, le pluriel figure dans l'intitulé, il y a différentes temporalités. Et ça, c'est une des principales sources de cette complexité du point de vue des pouvoirs publics, pour pouvoir relever les défis du développement durable. Alors, vous avez d'abord le temps du politique, vous l'avez rappelé à juste titre, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Sylvain Wasserman, dans son introduction ce matin, qui est député, mais qui a été aussi élu local,
le mentionnait bien, donc avec des priorités qui sont plutôt inscrites dans le calendrier des élections, vous avez le temps de la décision, vous avez le temps de l'administration. Et le temps de l'administration, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte parce que les décisions nécessitent non seulement d'être prises, mais d'être mises en œuvre et qu'on puisse aussi attendre de voir les effets de cette action. Et ça, c'est un sujet, je pense, qui est très intéressant. C'est comment assurer la durabilité de l'action. Si on prend les objectifs du développement durable au sérieux, donc il faut s'inscrire dans un temps qui est lent. Parce que le temps long, parce que d'abord il faut essayer de rattraper un certain nombre d'effets qui ont laissé une empreinte sur l'environnement et qui sont le résultat de siècles de pratiques problématiques. Mais en même temps, il faut, au niveau des politiques publiques, par exemple, être certain que les mesures qui ont été prises et qui ont été mises en place vont bien produire les effets souhaités. Et donc, prendre le temps, par exemple, des évaluations. Et ça, oui, ça prend un certain temps et ça demande aussi une maîtrise d'un certain nombre de techniques qu'on essaye d'enseigner aux élèves de l'ENA. Et donc, il y a cette prise de conscience, si vous voulez, de la complexité qui naît à la fois d'une multitude d'enjeux qu'il va falloir combiner pour créer de la cohérence. Pour créer de la cohérence et inscrire tout ça dans la durée. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers les enseignements ici à l'École nationale d'administration, de manière à ce que les futurs fonctionnaires soient en mesure de mettre tout ça en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement d'enseignement quand on parle de la transversalité des questions environnementales, quelques exemples de cours par exemple qui sont donnés à l'ENA ? Alors, ça commence par une réflexion déjà qui est même encore plus en amont sur la méthode pédagogique pour pouvoir prendre non seulement en compte cette complexité, cet aspect transversal, et en même temps les différentes réalités qui existent. Alors, je vais partir d'un cas assez concret. On est tous conscients d'un certain nombre de phénomènes qui peuvent exister. Il y a un grand consensus dans l'opinion publique sur la nécessité de développer les énergies renouvelables, mais quand arrive la décision de créer un parc d'éoliennes, là, vous avez souvent des levées de boucliers, en disant c'est l'effet NIMBY, not in my backyard. Donc concrètement sur le terrain, un préfet va se trouver face à un problème qui peut même tourner jusqu'à un problème d'ordre public. Donc ça nécessite déjà de comprendre les attentes des Français et ses effets psychologiques. J'étais très sensible tout à l'heure à tous ces biais qu'on peut rencontrer dans le fonctionnement de l'opinion publique et de nos décisions, et ça s'applique bien évidemment à l'action publique. Donc, par exemple, des stratégies d'immersion pour comprendre le fonctionnement d'une politique publique, mettre des futurs élèves de l'ENA à un guichet ou observer le fonctionnement d'un service public, que ce soit sur les politiques de l'emploi ou même du logement, pour comprendre à la fois non seulement les attentes à travers des focus group, les attentes des usagers, mais aussi de quelle manière les services publics fonctionnent et sont ou non adaptés aux besoins. Ça, c'est quelque chose qui est d'essentiel. Après, on fait beaucoup de mise en situation, y compris par des exercices de simulation, qui, à travers le caractère dynamique et puis les différentes problématiques évoquées dans une étude de cas, vont faire prendre conscience de cette complexité, de la nécessité de prendre en compte les intérêts, la manière de fonctionner d'un certain nombre d'acteurs, et pas uniquement des acteurs publics, que ce soit les différentes parties prenantes,
Et tout ça avec des exigences qui sont importantes, parce que nous sommes des acteurs publics, de reddition de comptes, de pouvoir être en mesure de mesurer, j'ai évoqué les effets des politiques publiques, de produire des indicateurs. Alors tout ça là, évidemment, on peut dire oui, mais ça va en même temps contribuer à créer peut-être encore plus de complexité dans la complexité. Et là, on est en face d'un dilemme, c'est comment éviter, à travers un certain nombre de procédures qui s'expliquent peut-être à cause d'une certaine logique, de renforcer cette complexité par un certain nombre de choses qui vont rendre les choses plus difficiles. Ça, c'est un vrai dilemme et c'est pas toujours facile de trouver des réponses. Alors justement, sur la question de la complexité et de l'appropriation par les citoyens, vous parliez de focus group pour essayer de comprendre quelles sont les attentes parfois des habitants quand on parle de projets d'éoliennes, etc. Je vais me tourner vers Franck Escoubès, donc cofondateur et coprésident de Blue Nob. Vous organisez souvent des débats publics et justement, comment est-ce que sur des questions aussi complexes que l'environnement et sur des questions aussi très transversales comme on l'a dit, comment est-ce que les citoyens peuvent s'approprier ces questions-là? Vous me disiez parfois il faut pas aller dans des questions trop techniques et trop complexes et essayer de se mettre vraiment au niveau du citoyen. Oui, absolument. Quand on s'intéresse à la question de la transition écologique, on s'intéresse à l'un des problèmes les plus complexes, les plus multidimensionnels, les plus multifactoriels qui soient. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir s'il était parfaitement pertinent d'imaginer la première convention citoyenne de grande ampleur sur un sujet aussi complexe que le réchauffement climatique. Est-ce que c'était le meilleur sujet pour s'approprier ce type de technique de participation citoyenne? La question mérite d'être posée. Alors, c'est pas moi qui la pose, au passage, c'est le philosophe Bruno Latour qui réagissait en avril 2020, juste au moment du déconfinement, sur le fait de dire est-ce qu'on ne s'est pas adressé à un problème trop complexe pour la prise de parole citoyenne. Le philosophe Bruno Latour avait lancé à ce moment-là, juste après le confinement, un questionnaire qui est devenu fameux, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, et qui consistait à dire et à demander aux citoyens un véritable travail d'introspection, c'est le terme qu'il utilisait, de réflexion introspective sur les fameux renoncements personnels, en disant est-ce que finalement on pourrait accepter à titre individuel de renoncer, d'abandonner certains comportements qui apparaissent comme superflus aujourd'hui. Il en appelait donc à une sorte de maturation, de décantation lente et réfléchie sur nos abandons et sur nos réelles priorités. Ce faisant, en passage, il faisait référence aux sources des cahiers citoyens de 1789, dont l'esprit était précisément d'exercer une sorte de coupe longitudinale à l'époque de la psyché collective française. Donc il ne s'agissait pas de demander aux citoyens quelles sont vos solutions techniques et quelles sont vos solutions technologiques pour réaliser la transition écologique, mais plutôt de poser la question aux citoyens: dans quel état d'esprit vous situez-vous, dans quel état d'esprit souhaitez-vous aborder la question de la transition écologique? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aurait peut-être fallu plutôt poser la question des grands principes qui doivent prévaloir au regard des citoyens pour traiter de la question écologique et la question de la transition. Quelles sont les grandes valeurs qu'il faut reconnaître pour aborder la question ô combien technique de la transition post-carbone. Alors juste pour bien comprendre... Et on est là dans un réflexe qui est proche de celui de Pierre Rosanvallon, le philosophe de la démocratie, qui en appelle à une démocratie plus narrative, une démocratie où les gens se racontent leur vécu personnel, racontent leurs usages, racontent leur situation de vie, pour pouvoir mieux faire politique. Et c'est pas en devenant géo trouve-tout des politiques publiques que
que le citoyen peut s'exprimer de la manière la plus efficace. Justement, pour bien comprendre, en fait, vous, le principe... vraiment les priorités. J'ai l'impression pour vous, le principe, en fait, de la Convention citoyenne pour le climat, qui était de réunir 150 citoyens, de leur donner des enseignements avec des experts pour qu'ils aient... L'idée, c'est qu'ils aient vraiment une vue très large du problème et qui ensuite, eux-mêmes, rédigent, avec l'aide, évidemment, d'experts, un projet de loi qu'on pourrait presque adopter tel quel. Vous, ce principe-là, vous trouvez qu'il n'est pas utile, que ça ne permet pas de donner une légitimité à certaines mesures qui sont adoptées ensuite par le gouvernement? Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas utile. Je dis qu'il n'est pas simple, parce que, vous l'avez vu, dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, il a fallu un très gros effort de formation, de sensibilisation, d'accompagnement, et que cet effort d'accompagnement a nécessité la mobilisation d'un très grand nombre d'experts, et qu'il a fallu pratiquement transformer le citoyen en expert en légistique, la légistique étant l'art de rédiger des projets de loi. Donc, on peut se poser la question de savoir si c'est la meilleure utilisation de la sensibilité et de la parole citoyenne. Et ce faisant, on est obligé de resserrer l'attention sur 150 citoyens tirés au sort, quand on pourrait légitimement se poser la question de savoir si il n'aurait pas été pertinent de mobiliser 150 000 ou 1,5 million de citoyens pour avoir une vue plus représentative et plus transverse de la question. Voilà, donc en fait, je ne dis pas que le travail est inutile, je dis qu'il est un peu contre nature, et je dis qu'il omet de poser la question plus fondamentale que pose Bruno Latour et plein d'autres, au passage, sur les grands partis pris, les grandes valeurs, les grands repères. Je donnerai un dernier exemple qui sort un tout petit peu de la question écologique. La concertation citoyenne sur la réforme de la retraite. La réforme des retraites. Est-il pertinent de demander aux citoyens de s'exprimer sur l'âge d'équilibre, l'âge pivot, la durée de cotisation, plutôt que, ce sont des questions éminemment techniques et économétriques, hein, il faut savoir se projeter à 100 ans, à 200 ans, à 300 ans, en termes d'évolution démographique, plutôt que de poser la question aux citoyens des grands principes qui devraient prévaloir au choix du bon système technique. Et ça, c'est une question de méthodologie démocratique, voire de méthodologie délibérative, qui mérite d'être posée aux gouvernants et à ceux qui mobilisent les citoyens. D'accord. Pour vous, il faut plutôt des grands principes. Une petite citation que je trouve très intéressante pour terminer de Marcel Gauchet, l'historien et philosophe, qui, dans un livre fameux qui s'appelle « Comprendre le malheur français », écrivait la phrase suivante, que je trouve très éclairante. « Le peuple voit juste en gros sans savoir les détails, tandis que les grands savent les détails, mais jugent mal en gros. » Je vous laisse méditer cette réflexion de Marcel Gauchet. D'accord. Pour vous, il faut plutôt des grands principes. Je me retourne vers Diane Simiot. Vous, cette Convention citoyenne pour le climat, vous avez commencé en nous en parlant, justement, en tant que commissaire général adjointe en développement durable. Est-ce que c'est utile pour vous d'avoir ce travail fait par les citoyens ? Oui, c'est tout à fait utile. Et je pense que si on s'était arrêté aux grands principes, on n'aurait pas appris beaucoup plus que ce qu'on avait appris lors du grand débat national et aussi lors de l'ensemble des conventions citoyennes qui ont eu lieu pendant le confinement. Mais ça aurait été beaucoup plus confortable parce que sur les grands principes, c'est pas très compliqué de se mettre d'accord. C'est là où ce qui est vraiment compliqué, et moi je le vis vraiment là en ce moment quotidiennement, c'est que les citoyens, on les a vraiment poussés à définir des mesures précises. Et le fait d'aller... Ils étaient accompagnés quand même pour le faire. Alors, ils étaient accompagnés par des experts, par un comité d'experts, et ils étaient accompagnés aussi par un comité légistique, qui sont des juristes, des conseillers d'État, qui ont transcrit en termes juridiques l'intention des citoyens. Qui ont noté d'ailleurs qu'un certain nombre des mesures qu'ils proposaient posaient des problèmes de conformité avec le droit européen, posaient des problèmes de conformité parfois avec la Constitution,
Et puis, parfois, juste poser des problèmes tout court, mais parce que de la faisabilité pratique, parfois. Mais c'est ça qui permet de bousculer. Si on s'était arrêté au principe, ça aurait pas vraiment... là, ça permet de bousculer l'administration, ça permet de bousculer les parlementaires. Les propositions qu'ils font, elles reviennent à rouvrir toutes les lois qui ont été abordées sur l'environnement, l'agriculture, l'urbanisme depuis le début du quinquennat. Il y a la loi Élan, la loi d'orientation des mobilités, la loi énergie-climat, la loi anti-gaspillage. La loi anti-gaspillage, elle a été promulguée le 10 février. En fait, et donc c'est intéressant parce que quand on parle de l'urgence d'agir à temps, en fait, on est dans une accélération très forte. Et en fait, on se rend compte que, oui, enfin, ça va nous conduire à rouvrir des lois sur lesquelles l'encre est à peine sèche. On n'a même pas fini de prendre les décrets d'application. Mais je pense que c'est révélateur de l'accélération qu'on vit et des choses qui nous semblaient mais impossibles au début du quinquennat, et bien maintenant elles le sont. Et c'est en ça que c'est utile, c'est en ça que c'est hyper compliqué, mais c'est ça qui fait que voilà, c'est cette accélération qui est possible maintenant, qui est rendue d'autant plus possible par le plan de relance. Il y a des choses qui semblaient inenvisageables il y a encore aussi la difficulté, et je suis sûre que L'Oréal pourrait en parler, des distorsions de concurrence au niveau européen, le fait de dire on va accélérer au niveau français, mais du coup on va être beaucoup plus contraignant pour nos entreprises que les autres pays européens, c'est un frein majeur à l'action, ça l'a toujours été, et d'entendre que Angela Merkel est maintenant favorable au fait de mettre des ajustements carbone. Vous savez, c'est ce qu'on appelle improprement taxe carbone aux frontières. Alors que ça fait mais des 10 ans que la France porte ça et qu'on se heurte à une fin de non-recevoir, notamment de l'Allemagne, qui est une puissance exportatrice. Ça montre qu'il y a un changement, il y a un basculement et que ça va nous permettre... j'espère d'aller plus vite. Bon, justement, vous parliez de L'Oréal, on va pouvoir revenir vers Jean-Michel Pil et prendre une question aussi de Muriel qui demande comment aider les entreprises à investir quand celles-ci ne peuvent parfois pas financièrement investir sur le long terme pour la transition énergétique. Alors Jean-Michel Pil, donc je me retourne vers vous sur cette question donc de l'investissement et comme on a beaucoup parlé aussi de l'État, des acteurs publics, qu'est-ce que vous attendez par exemple de l'État? Est-ce que vous voulez plus de soutien? Est-ce qu'il faut aussi que ce soit l'État parfois qui mette des contraintes pour toutes les entreprises? Et en même temps, ça revient donc sur ce que disait Diane Signou, on est dans un contexte européen où parfois ça peut être un petit peu difficile. Alors, ce qui est certain, c'est j'ai un commentaire par rapport au débat et là où on en est du débat, c'est que il y a vraiment une conjonction de temps long et de temps court. Et en fait, quand on regarde la situation dans laquelle on est par rapport au changement climatique, on est maintenant dans un temps très court. Et je pense que la conjonction de toutes les forces, du public, du privé, est plus que jamais nécessaire et indispensable. On a 10 ans pour agir, c'est la décennie de l'action. Le changement climatique, on est 2019, c'est 1,1 degré d'élévation moyenne des températures sur Terre par rapport à ce que c'était à l'ère pré-industrielle. Il faut qu'on reste sous la barre des 1,5 degrés si on ne veut pas avoir des conséquences qui rendront le milieu, la biosphère, impropre à la vie humaine dans les années qui viennent. Donc je comprends la nécessité de réfléchir. Ce sont des sujets extrêmement compliqués pour mettre tout le monde à bord. Moi, j'ai un point de vue un peu différent sur la Convention citoyenne parce que je pense que sans doute, ça serait formidable de pouvoir faire réfléchir 1 million de personnes, mais déjà simplement passer des principes à la réalité, faire réfléchir justement sur des choses précises, c'est aussi un vecteur de pédagogie. On voit combien ces réflexions sont nécessaires. C'est sans doute insuffisant, mais ce sont des premières étapes, je pense, qui sont nécessaires à la prise de conscience et à la matérialisation des actions qu'on doit tous mener. Alors, est-ce qu'on attend, nous, des choses particulières de l'État? Pour être tout à fait sincère, non. Par contre, on souhaite effectivement que l'on travaille le plus possible ensemble. Alors, on est une entreprise mondiale,
On a des ambitions sur la décarbonation, par exemple. Je rebondis aussi sur un des commentaires qui a été fait tout à l'heure sur la complexité des rapports extra-financiers, etc., etc. C'est sûr que tout cela est assez complexe. Néanmoins, il y a des ambitions ou des KPI ou des indicateurs, ou des objectifs ou des résultats qui, en termes de changement climatique, sont très simples. Les tonnes de carbone que l'on émet, ça se mesure, et il faut qu'on puisse absolument garantir qu'on s'inscrit dans les trajectoires que la science a définies, le GIEC. Donc cela, c'est très simple. On s'est fixé des ambitions qui sont conformes à ces trajectoires à 1,5 degré. Il faut qu'on les suive. Et pour cela, si l'État peut nous aider à simplifier un certain nombre de démarches, j'ai en exemple l'autoconsommation. C'est technique ce que je vous dis, mais c'est pratique et pragmatique. Si on peut aller plus vite dans l'installation sur les sites que nous opérons, par exemple en France ou en Europe ou partout dans le monde, mais parlons de la France, si on peut aller plus vite pour mettre en place un système d'autoconsommation énergétique, eh bien c'est du temps gagné. Le temps va devenir, par rapport à ces éléments de transition et ces ambitions européennes ou internationales, extrêmement prégnant. C'est 10 ans, c'est rien, c'est incroyable, et il faut absolument qu'on soit là. Après, nous, si on veut être sincère et efficace dans nos travaux de décarbonation, par exemple, il faut qu'on sache s'adapter à chaque contexte local. On ne transitionne pas vers une utilisation à 100% d'énergie renouvelable en Chine, comme on peut le faire en Inde, comme on peut le faire à Rambouillet, ou comme on peut le faire à Caudry dans le Nord. Et la mobilisation et le travail main dans la main avec les pouvoirs publics sont des outils d'aide à l'accélération. Ça doit être des outils d'aide à l'accélération. C'est un fondamental. 10 ans dans notre temps, même maintenant, notre temps humain, c'est rien en fait, c'est vraiment rien. Et donc nous, notre boulot, parce qu'on a pris des engagements extrêmement forts, tous nos sites doivent être neutres en carbone, sans compensation, simplement en consommant moins d'énergie et en trouvant des sources d'énergie renouvelable locale partout où on opère dans le monde. Tous nos sites doivent être carbone neutre en 2025. Donc c'est un temps extraordinairement court. Toute aide par rapport à cela est un facteur de progrès et un facteur de succès par rapport aux enjeux de l'humanité qui s'adressent à nous dans cette décennie. Donc on revient toujours sur cette question de l'urgence, effectivement 10 ans pour agir, c'est ce que dit l'ONU, c'est les objectifs du développement durable aussi, les atteindre en 2030. Si on revient sur la question de la psychologie, parce qu'on sait que c'est des problèmes qu'on connaît depuis 30, 40 ans, les solutions on les connaît aussi. Il y a beaucoup de citoyens qui ont attaqué notamment des États pour la question de l'inaction climatique. Comment est-ce que, d'un point de vue psychologique, on arrive à expliquer que on sait qu'on va dans le mur, on sait que les défis sont énormes, et pourtant on a tellement de mal à changer nos comportements? Est-ce que les nudges, l'économie comportementale, permet de mieux comprendre ça? C'est un peu ce que j'expliquais au début, ces fameux biais qui vont faire que ça va être très difficile, malgré les bonnes intentions qu'on a, malgré l'information qu'on a, d'être sur ce passage à l'action. À la fois, effectivement, parce que on est plutôt dans le temps présent, plus que la projection dans le futur, mais aussi notamment parce que on a ce qu'on appelle aussi un biais de surconfiance, cette idée que de toute façon on trouvera des solutions. On ne sait pas qui, on ne sait pas quand, mais en tout cas on pense qu'il y a des solutions qui vont venir, ce qui nous empêche aussi d'agir au quotidien, d'agir maintenant. Donc c'est ça aussi qui est intéressant à prendre en compte dans la manière à la fois dont les politiques publiques peuvent être formulées, dans la manière aussi dont les marques peuvent accompagner leurs consommateurs. Et juste peut-être pour revenir sur la question de la Convention citoyenne pour le climat, ce que je trouvais aussi intéressant dans la démarche, c'est que pour le coup, quand on regarde les propositions, ils nous ont ramené vers des choses qui sont très comportementales. En fait, ce qu'ils nous disent aussi, c'est cette capacité de chacun d'entre nous à agir au quotidien pour permettre ce changement en matière de réchauffement climatique. Et je pense que c'est ça aussi qui est important. C'est vraiment cette notion de comment je redonne un pouvoir d'action à chacun d'entre nous en tant que citoyen à faire des choses qui sont très simples dans notre quotidien, mais qui peuvent être
efficaces aussi et qui s'inscrivent aussi quelque part, alors à la fois qui permettent de se réapproprier un sujet qui peut paraître très vaste et dès lors très intimidant, mais finalement, quand on ramène les gens à des comportements très concrets, là, quelque part, ils peuvent se dire... voilà, ce sujet, j'ai une prise dessus, en fait, parce que souvent, c'est ça aussi qui nous empêche d'agir, ce sentiment un peu de fatalisme que de toute façon, on peut rien faire à son échelle. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette idée que ça apporte une certaine flexibilité temporelle. C'est-à-dire que, autant on l'a dit, effectivement, la législation ou les innovations technologiques s'inscrivent dans un temps très long, et le fait de pouvoir plutôt inciter les gens à changer des comportements de son quotidien, on s'inscrit dans un temps qui est beaucoup plus immédiat. Et c'est aussi cette question de pouvoir agir maintenant, c'est comment on redonne en fait une capacité à agir maintenant aux gens en fait. Et puis vous disiez, on a cette impression que de toute façon on trouvera une solution. Et sur le fait les actes individuels, ça s'est beaucoup développé aujourd'hui. On incite les gens on leur montre vraiment au quotidien tout ce qui peut être fait et ça permet d'agir par rapport à quelque chose qui paraît global et vous disiez qui donne de l'impuissance. Vous, Vayatoya, vous me disiez aussi, il faut pas non plus avoir l'impression que ces comportements du quotidien sont la solution à tout. Il faut des réponses plus systémiques. Oui, parce que je vois en fait une association comme la nôtre, on va vers des publics qui peuvent être très différents. Il y a 2 semaines, j'étais à la convention citoyenne pour la transformation du territoire d'Occitanie. Donc même mécanisme rapproché sur du temps court. Mais on voit effectivement, et tous ceux qui travaillent sur la démocratie participative depuis 15 ans, le prérequis, c'est l'information, c'est l'éducation, c'est l'accompagnement et poser les bonnes questions, le bon périmètre des questions. Et après, quand on pose le bon périmètre des questions, on voit forcément cette interaction entre mon comportement, il peut évoluer en fonction d'un contexte plus global. Il y a 5 ans, quand on posait la question de changement de comportement alimentaire et de parler de régime végétarien, moi, dans les ateliers, on disait « Oh non, pas en France, s'il vous plaît, la culture, la gastronomie, c'est pas possible. » Aujourd'hui, vous avez des offres, vous allez au restaurant, vous avez des possibilités d'accès à des recettes, à un certain nombre de protéines végétales, beaucoup bien meilleur marché. Vous avez un certain nombre de possibilités aussi parce que les entreprises, parce que des organisations plus diverses, parce que le zéro gaspille fait aussi qu'à un moment on peut acheter en vrac et même pour des personnes qui n'ont pas énormément de moyens, on peut aller sur ces changements de comportement. Mais ce qu'on voit, c'est que la somme des changements de comportement ne réussit pas forcément l'impact qu'on souhaite parce qu'il y a toujours, en fait, à un moment, des comportements qui peuvent venir annihiler le résultat. Et donc, moi, je préfère parler de mode de vie parce que dans le mode de vie, il y a je fais, tu fais, nous faisons. C'était ce que tu disais tout à l'heure. On peut aussi peut-être à un moment rénover parce qu'il y a une offre qui est là et puis parce qu'il y a une filière du bâtiment qui nous permet aussi d'être beaucoup plus efficace qu'il y a 10 ans. Et c'est là, en fait, où il y a toute cette logique un peu systémique. C'est-à-dire que les individus agissent, mais il faut derrière qu'il y ait la puissance publique aussi qui mette en place des stratégies pour que ce soit cohérent et efficace. Totalement. Et je voudrais quand même revenir sur un truc. Il y a quand même un biais aussi, alors la statistique, qui est le français moyen doit faire telle action moyenne. Et ça n'existe pas. Nous, quand on avait travaillé sur les modes de vie, on était partis sur 8 archétypes différents de familles. Parce qu'en fonction du lieu où vous habitez, de vos revenus et de la composition familiale, vous n'avez pas les mêmes freins ni les mêmes capacités financières ou ressources. Donc à partir de et on avait fait des projections en prenant les scénarios à l'époque disponibles de l'ADEME, c'était des exercices qui avaient été faits en 2014 sur des modes de vie en 2030-2050. Parce que ça revient à ce que disait aussi tout à l'heure ce qu'on disait sur les principes. Il y a un moment, si on projette pas les gens là où ils doivent aller, pourquoi est-ce que je changerais ? Je ne sais pas ce que je gagne, je sais ce que je perds. Si on me dit pas que c'est mieux avant, voilà. Et la difficulté aussi de l'écologie, c'est que souvent on ne l'associe pas avec un transfert de satisfaction. Il n'y a pas de promesse à la personne. On sait ce que tu vas perdre, mais on te dit pas ce que tu vas gagner. Donc maintenant, au moins, ce récit commence à être là.
Parce qu'il y a des expérimentations et de plus en plus de personnes qui sont en mesure de dire, voilà, moi j'ai changé, maintenant c'est mieux. J'ai changé ma façon de voyager, c'est mieux. Mais il y a aussi des personnes qui disent, j'ai une offre, j'ai une possibilité d'accéder à ça. Donc, il y a une première chose, c'est ne pas parler en termes de français moyen, parce qu'il y a des moments, effectivement, des personnes qui vont être plus avec des difficultés de revenus vont avoir besoin plutôt d'aide. Des personnes qui, au contraire, ont des moyens vont plutôt avoir besoin d'un outil fiscal. Et puis surtout, ça nous évite un moment de taper sur des gens qui ont besoin de leur voiture alors qu'ils sont en province, parce que le discours il va être peut-être plus métropolitain parisien. Et en même temps, souvent dans les milieux ruraux, ils ont plus de facilité que nous, parisiens, enfin nous étant donné que moi je vis plutôt ici, à pouvoir accéder à une alimentation locale et donc un peu moins carbonée peut-être. Et on se retrouve, je pense, avec cette diversité des modes de vie et des comportements qui ne seront pas les mêmes en fonction de là où on est. Et donc ce biais en même temps statistique qui nous parle d'un Français moyen qui émet 12 tonnes CO2, c'est pas vrai, parce que moi quand je vais dans des ateliers et que je dis vous émettez 12 tonnes CO2, quand vous avez des personnes qui voyagent pas, qui vivent dans des passoires thermiques mais qui se chauffent pas, c'est un petit peu difficile pour eux à entendre. Et en même temps, vous en avez qui font le triple. Donc c'est ça en fait, je pense que tout au départ, quand vous avez posé la question de qu'est-ce qui fait espoir pour nous, à chaque fois on est revenu sur les gens. Donc il faut faire cette transition avec les gens. Mais pour faire cette transition avec les gens, il y a plusieurs choses. On a parlé effectivement de pragmatisme, mais c'est pas les mêmes actions pour tout le monde. On a parlé de projection, de vision. Et à chaque fois, dans des grands changements d'histoire, c'est quand il y a une vision, à un moment où on va ensemble et on évite plus de conflits. Moi, je vois dans les ateliers, et on a parlé de la question de la confiance, la paix. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on est en paix? On change beaucoup plus facilement quand on est en paix que quand on est crispé, que quand on n'a pas confiance dans le voisin. Et là, il y a la question de la redevabilité. Ok, j'ai reçu, et comment je rends compte? Et d'où l'importance à un moment sur les rapports ou autres, que ce soit aussi des choses qui soient compréhensibles, que ce soit au niveau des politiques publiques ou que ce soit au niveau du privé. Et cette cohérence. Il y a la dimension de plaisir, j'en parlais, et on a parlé de la psychologie du moment. Et moi, c'est ce que j'ai appelé 5P. Ce sont des choses que j'ai observées au milieu d'ateliers qu'on avait faits. Et on a utilisé en même temps cette grille de lecture de ces 5P parce que on se retrouvait des fois dans des ateliers où il y avait des gens qui disaient non mais ça c'est pas pour nous, ça me concerne pas ou autre. Donc ce putain de facteur humain, il sait mais il veut pas changer. Pour passer à un autre PFH, le précieux facteur humain de tenez ensemble on y va. Parce que à un moment, on vous a rassuré, on vous a donné des choses qui étaient accessibles pour vous et on vous met pas toutes les limites de la planète sur la tête. On le fait quand même dans une notion de plaisir. On prend conscience que vous avez peur aujourd'hui, on rassure. Et puis on a toute cette dimension de vision, de projection, parce qu'on s'inscrit dans quelque chose de partagé. Et pour moi, en fait, cet agenda 2030, il peut jouer ce rôle de vision partagée. On le dit, ça revient à chaque fois, il y a une prise de conscience de plus en plus prononcée, autant chez les citoyens que on le voit aussi dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est le cas aussi au sein de l'administration? Je me retourne vers vous, Fabrice Lara de l'ENA. Vous me disiez, quand on parlait, la culture développement durable n'est pas vraiment dans le logiciel des préfets. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de changer? Est-ce qu'aujourd'hui, les étudiants de l'ENA sont beaucoup plus sensibilisés aux questions de développement durable? Le terme de culture est important parce que l'administration, comme le reste de la société française, est le résultat de développements qui sont historiques et puis d'approches qui sont jusqu'à présent été spécifiques. Alors l'administration et c'est vrai, surtout organisée en silos, avec des personnes qui ont des logiques métiers, par exemple. Et quand vous êtes en charge du maintien de l'ordre, surtout, vous avez une approche maintien de l'ordre, ou quand vous êtes en charge des questions agricoles, des questions juridiques, ou plutôt une approche fiscale, vous avez surtout cette approche. La complexité des défis du développement durable, c'est l'interconnexion, l'interdépendance de ces différents sujets. Et ça, évidemment, ça demande la capacité à sortir de ces cadres de pensée
pour pouvoir intégrer les autres dimensions dans sa définition des objectifs, prendre en compte, par exemple, la logique des conséquences, qui est absolument fondamentale, et ainsi que l'exigence, par exemple, de redevabilité et de s'inscrire dans un horizon qui dépasse considérablement l'horizon auquel on avait l'habitude. Je cite deux cas. Aujourd'hui, maintenant, les défis qui sont ceux du développement durable fait qu'on est dans une logique qui est transgénérationnelle. C'est-à-dire quel monde on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, sachant qu'ils seront peut-être amenés à demander rétroactivement des comptes aux générations qui sont les nôtres. Comment on pense cela et comment on organise cette redevabilité. Deuxième exemple, c'est que les conséquences des décisions que nous allons prendre, et c'est tout à fait logique comme administration sur le territoire national, outre le fait que on a les contraintes liées à l'intégration européenne, qui sont en même temps un cadre d'action qui nous protège et qui nous donne plus de possibilités, mais en même temps, elles vont avoir des répercussions bien au-delà de nos frontières. Comment on pense et comment on intègre, si vous voulez, cette dimension dans son cadre d'opération. Donc, en effet, oui, il faut revoir un certain nombre de logiciels, de modes de pensée, apprendre à travailler de manière transversale, apprendre en même temps à travailler avec une pluralité d'acteurs, de parties prenantes. En même temps, les usagers des politiques publiques ne sont pas uniquement des administrés, mais qui peuvent être des acteurs très actifs et très importants pour pouvoir atteindre les objectifs du développement durable, mais avec une contrainte qui reste celle de l'administration, à savoir, c'est que si, comme pour les pouvoirs publics, la raison d'être, c'est en même temps d'essayer de trouver, de représenter l'intérêt général, il va falloir en même temps dépasser un certain nombre d'approches qui peuvent être biaisées, qui peuvent être spécifiques, parce que représentants d'intérêts individuels, avec, et là je suis désolé d'insister sur peut-être les problèmes et les défis, mais en même temps toujours avoir à l'esprit le danger d'être des phénomènes qu'on connaît de capture, c'est-à-dire que vous avez un groupe d'intérêts qui va exercer une certaine influence sur la décision publique et en même temps vous empêcher d'être réceptif à d'autres considérations. Et ce qui m'amène à une dernière considération qui est importante, c'est outre cette capacité, ce qu'on essaie d'inculquer aux élèves de l'ENA, de faire preuve de réflexivité et d'intégrer ces différentes dimensions, c'est le rapport à l'expertise. Et ça, c'est très, très compliqué, parce qu'on parle de phénomènes technologiques, d'évolution scientifique, ou même, sur le réchauffement climatique, heureusement, en tout cas en Europe, on fait preuve de bon sens. Mais on l'a bien vu dans la crise actuelle, la crise sanitaire, sur un certain nombre de questions, il n'y a même pas de consensus chez les scientifiques. Donc, comment prendre des décisions basées des politiques publiques sur des faits avérés qui vont pouvoir orienter la décision si soi-même on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, ça demande au moins d'être sensibilisé à un certain nombre de thématiques. C'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans, il y a une nouvelle voie d'accès à l'ENA, qui est une voie directe, un concours ouvert aux titulaires de doctorat, parce qu'on s'est aperçu que dans l'administration publique, on a besoin de personnes avec un haut niveau de savoir. On forme des généralistes, mais qui ont besoin de maîtriser aussi très concrètement des questions qui sont fondamentales. Et vous me disiez de plus en plus aujourd'hui pour accéder à l'ENA, la question de l'environnement est très importante. Alors j'ai une question qui va être très concrète pour Jean-Michel Pil de Juliette qui demande comment les entreprises s'organisent-elles face au défi d'un packaging durable. Peut-on imaginer des alternatives au plastique par exemple, et est-ce faisable techniquement? Alors dans le cas de L'Oréal, Jean-Michel Pil, quelle est votre réponse? Alors nous y travaillons.
Et c'est un sujet extrêmement compliqué, effectivement, mais je vous ai parlé tout à l'heure des engagements qu'on avait pris pour 2030, toujours dans cette décennie de l'action qu'on essaye de traduire en action concrète dans tous les domaines qui nous incombent. Et on s'est engagé à ce que tous nos packaging et tous les plastiques de nos packaging d'ici 2030 soient ou biosourcés ou d'origine recyclable. Aucun plastique fossile d'ici 2030. Et de la même façon, on s'engage aussi à ce que ces packaging puissent avoir une seconde vie et soient à 100% ou réutilisables, recyclables ou des produits beaucoup plus rechargeables. Vous dites que c'est faisable. On ne sait pas quand on atteindra à date cet objectif parce que la question du plastique et du stock et de la capacité d'approvisionner ces types de plastique est d'une très grande complexité. Par contre, beaucoup d'acteurs sont en train de travailler. Il y a des startups qui travaillent. On a un partenariat, par exemple, avec une startup qui est Carbios, qui est capable de recycler par système enzymatique un certain nombre de plastiques, etc. Je ne veux pas entrer dans des détails, mais il y a beaucoup d'entreprises où les grands faiseurs, Veolia, Suez, etc., qui travaillent aussi à pouvoir mieux récupérer, mieux recycler le plastique. Mais beaucoup d'acteurs sont mobilisés là. Ça fait partie des engagements que nous avons pris et nous travaillons avec des startups, avec ces acteurs pour arriver à faire en sorte que toutes ces ressources plastiques puissent obéir à ces engagements que je viens de vous expliquer. Très bien. Alors, on a une autre question de Xavier Dutour. Pensez-vous que le logiciel de notre modèle économique soit en capacité de réussir la transition dans le respect de l'ensemble des ODD qui font système ? Sinon, que faudrait-il changer ? Alors, je me retourne vers vous, Diane Simu, pour aussi aborder la question de la Constitution, parce que c'était une des demandes de la Convention citoyenne pour le climat, d'inscrire cette question du climat et de la biodiversité dans l'article 1 de la Constitution. Est-ce qu'il faut passer par ça, par exemple, par la Constitution, pour que ce soit vraiment pris en compte dans le système, ou pour vous, c'est superflu ? Alors, le président de la République a apporté une réponse assez claire à cette question lorsqu'il a reçu les 150 citoyens le 29 juin dernier. Les citoyens avaient deux propositions. Il y en avait une qui était de changer le préambule de la Constitution et l'autre était de changer l'article 1. Il a clairement rejeté la proposition qui consistait à changer le préambule parce qu'elle aurait conduit à mettre le climat et la biodiversité au-dessus des libertés fondamentales pour lui. Et en tant que garant des institutions, il a jugé que c'était pas acceptable de les mettre au-dessus de nos libertés fondamentales. En revanche, il a donné son accord pour une modification de l'article 1 de la Constitution pour y inscrire la protection du climat et de la biodiversité. Alors, donc c'est pas ça qui va nous sauver, de changer la Constitution. Je pense que c'est pas la plus compliquée des propositions de la Convention citoyenne non plus. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y a un certain nombre de propositions de la Convention citoyenne qui posent des questions du point de vue de l'équilibre des libertés par rapport notamment à la liberté d'entreprendre. Et donc le fait de rehausser un peu le cran, ça veut dire que du point de vue constitutionnel, l'équilibre peut être modifié et on voit déjà aujourd'hui la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui commence à évoluer et donc oui, je pense que c'est utile. Et donc, pour répondre à la question de Xavier, pour vous, notre modèle économique, il est en capacité de réussir la transition ? C'est un défi, c'est un défi énorme. C'est sûr que c'est lutter contre c'est surtout les biais comportementaux qu'on a. Moi, ce que je trouve intéressant dans notre discussion, et c'est ce que tu disais, Faya, c'est le fait que tout ça, c'est des questions de personnes. Et il y a une mesure dans le plan de relance dont je voudrais vous parler parce que la question qui s'adressait tout à l'heure sur les entreprises, comment aider les entreprises. Je pense qu'il y a les grandes entreprises qui ont les ressources pour changer, et puis il y a toutes les PME qui, elles, ont pas le temps, en fait. Nous, ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, les chefs d'entreprise, ils voudraient faire des choses, mais juste, ils sont débordés, ils n'ont pas le temps d'y penser. Et dans le plan de relance, il y a tout un plan d'action qui va être porté par la Banque publique d'investissement, BPI France, qui va apporter 2,5 milliards de financement aux entreprises avec des prêts verts pour que n'importe quelle entreprise qui a un projet puisse le réaliser.
Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on crée les volontariats territoriaux en entreprise. C'est comme les VIE, mais dans la Creuse, pour qu'il y ait des jeunes, tous ces jeunes qui sont engagés, quand ils sortent d'école, eh ben, ils aillent dans la Creuse auprès du patron de PME, qui soit un peu son bras droit vert, et qui puisse justement mettre en place tous ces projets qui peuvent faire gagner de l'argent à l'entreprise, qui peuvent lui permettre d'être plus en phase avec les attentes de ses consommateurs, plus en phase avec les attentes des investisseurs, mais qu'il n'a juste pas le temps de faire. Et donc, il y a une aide de 8 000 € pour l'embauche d'un VTE vert. Et ça, on espère que ça va être un facteur déclencheur de changement dans les PME. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Diane Simi. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous, et merci, messieurs, aussi d'avoir participé à donc ces discussions sur la complexité. On a bien compris qu'il y avait beaucoup de force, en tout cas, qui était là pour s'attaquer au problème. Donc je me retourne vers vous, Thomas. Merci Mathilde Gracia. Merci à tous nos intervenants. Évidemment, il en fallait bien 6 pour aborder ce problème de la complexité sous tous ses angles, des comportements individuels aux enjeux macroscopiques, et même à réformer la Constitution. En tout cas, c'est l'une des réformes que proposait la Convention citoyenne pour le climat et la justice sociale. Et c'est cette convention qui a donné envie à l'Institut Open Diplomacy de lancer ces rencontres du développement durable pour partager encore plus la chance que ces 150 citoyens ont eu de passer du temps avec des experts pour pouvoir s'informer, réfléchir et imaginer des solutions à leur échelle et collectivement pour agir sur la transition écologique et solidaire, dont on sait qu'elle doit être rapide, juste et forte. On va continuer cette réflexion sur le thème Agir à temps, co-organisé avec l'ENA aujourd'hui, pour parler évidemment des territoires, et la complexité géographique de cet enjeu a été évoquée au cours de cette table ronde, et pour parler de la façon dont on peut reprendre la main, évidemment à l'échelle internationale. Ça fait partie des propos qu'évoquait Paolo Gentiloni, le commissaire européen à l'économie ce matin, notamment parce que à l'échelle mondiale, l'OMC, les grandes organisations multilatérales peuvent jouer un rôle dans l'accélération de cette transition, ou alors virer dans une logique conflictuelle, et ce sera ce qu'on évoquera avec l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, l'ambassadeur de France Alain Leroy, à la fin de la journée. Nous reprenons tout de suite ces rencontres du développement durable pour lesquelles vous pouvez poser toutes vos questions dans 5 minutes, pour être précis, à 11h50, avec une masterclass dédiée à la notion de crise systémique, puisque vous avez compris, chacun de ces enjeux est emboîté l'un dans l'autre. Et ça nous permettra à nouveau d'y voir plus clair, puisque notre objectif, c'est de vous aider à comprendre pour agir. À tout de suite.